Bonjour, Avdan Rakerson pour une nouvelle vidéo pour la chaîne Initiation aux runes, vidéo intitulée Les origines historiques des runes. Alors, l'utilisation de signes, pictogrammes, de points, de traits ou de symboles à usage magique date de la plus haute antiquité humaine. On retrouve ça absolument partout dans le monde. C'est quasiment un archétype humain en termes de religion et de divination. Évidemment, je vais rester dans le cadre européen. On a par exemple la civilisation de Lascaux. Dans les grottes de Lascaux, on trouve des séries de points parfois, alors que partout ailleurs, on a des images figuratives, des animaux, on connaît ça. Alors la signification de ces points, on ignore ce que c'est. Tout ce qu'on peut subodorer, c'est qu'ils avaient un usage évidemment magique, puisqu'on reste dans un contexte religieux. Plus proche de nous, dans une région, voici la carte, évidemment vous avez reconnu immédiatement la Lombardie. Dans cette région de Val Camonica, entre moins 9000 et moins 1000 avant Jésus-Christ, s'est développée une civilisation qui a laissé entre autres des gravures rupestres, figuratives aussi beaucoup. Et parmi ces gravures, on a des séries de petits signes qui ne représentent rien et qui, eux aussi, devaient être à usage magique. Alors cette civilisation du Val Camonica, elle est mieux connue depuis qu'on a découvert un personnage dont vous avez tous entendu parler, c'est Otzi, le fameux homme des glaces. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que sur le corps d'Otzi, on a découvert des tatouages, ce sont les plus vieux tatouages connus de l'histoire humaine. Donc ces tatouages sont faits de points ou de petits traits parallèles. Et on sait qu'Otzi était un homme malade, il souffrait d'arthrite, il avait la maladie de Lyme. Et ces tatouages étaient faits sur les endroits qui devaient être douloureux pour lui. Et donc ces points et ces traits étaient destinés à traiter sa maladie, ses maladies, et donc avait aussi un usage magique, parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas le tatouage en lui-même qui soigne. Tout ça pour dire que l'usage, encore une fois, de signes à usage magique est très très ancien, et qu'il a eu de très nombreuses applications. On va changer de région pour remonter dans le nord, et visiter les deux civilisations de Bohuslän. Alors encore une fois une carte, vous avez immédiatement reconnu la côte ouest de la Suède, la région frontalière avec la Norvège. Là on est dans le comté d'Osfold en Norvège, comté de Bohuslän en Suède. Et là se sont développées successivement deux civilisations. La première de moins 2550 vers moins 2000 avant Jésus-Christ. Cette civilisation a laissé elle aussi des gravures rupestres, et notamment ce qu'on appelle des Arristingar, on m'excusera pour l'accent. Donc vous voyez le petit tableau ici, et là tout de suite, les gens qui sont coutumiers des runes voient immédiatement le parallèle. Là, on est en Scandinavie et on est effectivement à l'une des origines historiques des runes. Il s'agit évidemment de signes à usage magique. On ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas comment les appeler. Peut-être s'appelaient-elles déjà des runes, allez savoir. En attendant, on a déjà là, avec quasi-certitude, les ancêtres des ancêtres de certaines runes. Par la suite, entre moins 2000 et moins 400 avant Jésus-Christ, dans la même région, s'est développée une autre civilisation qui a laissé les fameuses gravures du Bohuslän qu'on connaît, qui sont célèbres, classées au patrimoine mondial de l'humanité, pas moins. Quelques illustrations que vous voyez ici. Parmi celles-ci, je voudrais attirer votre attention sur ce qui est la plus vieille représentation du dieu Thor, ici, sur son char. Elle date au plus tôt, donc de moins 400 avant Jésus-Christ, elle est probablement plus vieille. On a ici le fameux Hieros Gamos qui pourrait représenter le mariage de Frey et de Gerd. On a encore une autre illustration ici qui pourrait illustrer une version très ancienne d'un mythe où Thor part à la pêche avec un géant. Ça fait partie du corpus mythologique que vous êtes obligé de connaître aussi pour connaître les runes. Toujours est-il qu'avec cette civilisation, cette deuxième civilisation du Bohuslän, on est déjà dans un contexte qui est pré-germanique. On commence à reconnaître les traits caractéristiques de la civilisation germanique qui va suivre et qu'on va étudier en profondeur dans le cycle de nos études. Dans l'histoire mondiale de l'écriture, on dit une formule que vous avez certainement entendue lors de votre scolarité. On dit que l'histoire commence à Sumer. Parce que c'est à Sumer qu'on a découvert la plus ancienne écriture connue. C'est voilà, l'origine de l'écriture vient de là, de toutes les formes d'écriture. Et c'est à partir du moment qu'on a des documents écrits que la science historique peut commencer. Là, on peut travailler sur des textes
et donc c'est la définition même de l'histoire. En ce qui concerne les runes, l'histoire commence à Negao. Alors Negao, c'est le nom allemand d'une ville que l'on trouve aujourd'hui en Slovénie qui s'appelle Negova. Le nom vient du temps où la région appartenait à l'Empire austro-hongrois. Et près de Negova, on a trouvé dans une grotte 2 dépôts de casques successifs lors de 2 fouilles archéologiques qui ont été faites, la première en 1811 et la seconde en 1922. Alors malheureusement, ces 2 campagnes de fouilles n'ont pas été faites dans les règles de l'art. En 1811, l'archéologie, c'était surtout une sorte de chasse au trésor. Donc au niveau scientifique, il y a eu certainement beaucoup de choses qui ont été négligées. En 1922, c'était un peu mieux, mais bon, peu importe. Mais ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est ce qu'on appelle le casque B de Negao, qui a été découvert en 1922. Alors quand je parle du casque B, ça veut dire qu'il faut expliquer un peu comment fonctionne l'archéologie, encore un sujet à aborder. En 1811 donc, une première campagne de fouilles a découvert un dépôt de casque, et comme ce dépôt était évidemment le plus près du sol, les inscriptions qu'on a trouvées sur ces casques-là, il y a notamment un casque en particulier qui intéresse la civilisation germanique, il a été nommé logiquement casque A. Ensuite en 1922, en dessous, on a trouvé un deuxième dépôt de 28 casques, et sur l'un de ces casques-là, il y a une inscription qu'on va étudier maintenant, qui est extrêmement importante, aussi bien pour l'étude des runes que pour toute la civilisation germanique. C'est le fameux casque B, donc quand on parle généralement du casque de Negao, on parle de celui-ci, le casque B de Negao, qui est aujourd'hui exposé dans un musée à Vienne en Autriche. Ce casque B fait partie, je le disais, d'un dépôt de 28 casques qui ont été offerts en offrande à une époque qu'on estime à environ moins 400, moins 100. Enfin, il y a un litige entre historiens sur le sujet. À l'époque où moi j'ai étudié tous ces sujets-là, c'était les années 90, il y avait un consensus qui s'était fait pour dire que le casque, l'inscription de ce casque datait d'environ 250 avant Jésus-Christ. La date a son importance encore aujourd'hui, même si elle est remise en question pour des raisons que je ne vais pas aborder. Elle est très importante aussi parce que c'est à partir de cette date qu'on estime la datation runique. Ceux qui ont lu mon livre Calendrier runique Azatu savent de quoi je parle. Sur le sujet du casque de Negao, il y a tout un chapitre, on trouve des éléments très importants, très intéressants. Donc ceux qui ont ce livre, je les invite à se reporter à ce chapitre pour savoir de quoi on parle. Plus particulièrement donc sur ce casque B, il y a une inscription qui est extrêmement importante pour notre sujet parce que tout d'abord, c'est une inscription en caractère qu'on a longtemps cru pré-runique. Évidemment, quand vous voyez effectivement la forme des caractères qui sont utilisés, on reconnaît déjà certains caractères qui ressemblent fortement à des runes, et on a pensé jusque dans les années 2000 que cette inscription était faite en caractère pré-runique ou proto-runique. Aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le cas. Je reviendrai sur le sujet, je pense, dans la vidéo qui va venir, sur les origines du Fusark. On pense que ces caractères sont plutôt d'origine étrusque. Peu importe. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que le texte de cette inscription, pour court qu'il soit, il est en langue germanique, donc dans la langue que les Germains parlaient à l'époque, et c'est la plus ancienne inscription en langue germanique connue. Et pour ça, il est extrêmement important et intéressant pour notre civilisation. Le troisième point à savoir concernant cette inscription, il concerne là directement la religion, c'est que dans le texte, on a le nom de Teiva, qui est la plus ancienne forme connue du nom du dieu Tyr. Cela date de l'époque où Tyr était le dieu suprême des Germains, et que c'est uniquement à partir des grandes invasions que Odin va le supplanter dans ce rôle. Cette inscription est également extrêmement importante parce que c'est à cette époque qu'on a avec la certitude la preuve que des Germains, en tout cas, s'étaient accoutumés avec un système d'écriture et donc avec une forme d'alphabet issue de l'étrusque, comme je l'ai dit. C'est cette rencontre entre l'alphabet étrusque et leurs propres signes magiques qui va finir par aboutir à la création du Fusark, qui sera le sujet de la vidéo suivante. Pour l'instant, il suffit, je résumerai toute cette vidéo en disant que on sait que les Germains, depuis les origines, utilisaient des signes à caractère magique, dont certaines runes
d'aujourd'hui découle. Vu ça dans la civilisation du Bohuslän, les Arlesingar, etc. On sait aussi que les Germains avaient différentes formes de divination et qu'ils utilisaient notamment, on trouve ça dans Tacite, le chapitre 10, ce qu'il appelle des notae, et il décrit des potitions de bois fruitier sur lesquels on grave des signes et dont on se sert à usage magique et divinatoire. Alors, on n'a pas la certitude que ce sont des runes, puisqu'ils ne donnent pas le nom, mais on pense qu'on a aussi là l'une des origines historiques des runes. Pour l'instant, je n'en dirai pas plus sur le sujet. On va vraiment avancer en fait sur le sujet dans la vidéo prochaine où on parlera donc de l'origine du fusarque et de la création du fusarque. Là, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. C'est un sujet qui est passionnant, il y a beaucoup de choses à savoir. Cette vidéo se termine, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre fidélité, de m'avoir écouté. Naturellement, n'oubliez pas de liker. Alors c'est pas pour ma gloire personnelle, mais mon réalisateur me dit que c'est important pour la chaîne. Donc s'il vous plaît, et si d'aventure vous regardez cette vidéo à partir de mon compte Facebook, allez immédiatement sur YouTube. Écoutez, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!